Nous sommes très heureux avec Agnès Renard de vous accueillir aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour notre émission spéciale consacrée à la Covid. Et nous avons comme invité le professeur Patrick Berche, qui a été chef de service à l'hôpital Necker à Paris et qui écrit un livre qui va sortir prochainement et dont le titre est, vous allez nous le dire, Pandémie, des origines à la Covid-19. Vous allez nous éclairer et c'est Agnès Renard qui va commencer par vous poser la première question. Alors bienvenue professeur, nous sommes très impatients de faire le point avec vous parce que il est de plus en plus compliqué de comprendre le vrai du faux sur cette pandémie. Alors peut-être une première question, nous redire ce qu'est ce virus et quels sont ses modes de circulation et de contamination. Alors ce virus est un coronavirus qui provient certainement des chauves-souris. Alors les coronavirus, il y en a 4 qui existent dans l'espèce humaine et qui se transmettent et donnant des rhumes tout à fait banals, sans aucune gravité. Mais certains coronavirus, ceux du SARS 2002 et ceux du MERS 2012, ont donné des épidémies qui sont restées limitées mais extrêmement graves, avec une très forte mortalité. La caractéristique de ce coronavirus, c'est un virus à ARN qui mute. Tous les virus à ARN qui mutent, ils évoluent. Lorsqu'il y a une épidémie, c'est un combat entre l'espèce humaine d'une part et le virus d'autre part. L'espèce humaine, elle va progressivement s'immuniser et devenir plus résistante au virus. Et le virus, il va s'adapter à cette situation en mutant. Et en mutant, il va devenir plus contagieux. Par exemple, actuellement, on a un virus qui devient plus contagieux. Et habituellement, quand on regarde l'histoire de toutes les pandémies, habituellement, on a une perte progressive de la virulence. Parfois, il y a une exacerbation de la virulence, mais la plupart du temps, il y a une perte de la virulence. Et alors, si on fait un parallèle avec la grippe espagnole, est-ce que nous sommes dans la même situation ? Alors la grippe espagnole, c'est une épidémie épouvantable. Il faut se rappeler qu'à la fin de la guerre, en mars 1918, est apparue aux États-Unis une épidémie qui n'était pas au début très virulente. Elle donnait 0,1% de mortalité. Et en septembre, brutalement, le virus a muté et a donné 2 à 4% de mortalité. Ce qui a fait dans le monde à peu près 50 millions de morts en moyenne à peu près. Et cette grippe, on n'en connaissait ni l'agent, on ne savait pas, on pensait même que c'était une bactérie, on n'avait pas de vaccin et on n'avait pas toutes les précautions qu'on a, on avait juste les mesures barrières, on n'avait pas d'antibiotiques, on n'avait pas d'oxygène, on n'avait pas de moyens de réanimation. On avait notre bon vieux confinement et on à avait la mode aujourd'hui. Interdiction des rassemblements et il n'y avait pas de confinement. C'était interdiction des rassemblements plus le masque. Alors, aujourd'hui, avec la Covid-19, on a le virus au bout de quelques semaines, on a les tests au bout de quelques semaines qui sont généralisés dans le monde entier. On a le vaccin au bout d'un an, ce qui est une surprise pour tout le monde. D'ailleurs, c'est un des problèmes. Les gens n'y croyaient pas au début, en particulier les autorités. Et on a les antibiotiques, les réanimations et toute l'infrastructure dans les pays développés pour combattre ce virus. Donc c'est une situation totalement différente. Et le problème pour résoudre cette crise, c'est essentiellement un problème d'organisation et logistique d'une part, et un problème culturel d'autre part. On ne peut pas faire accepter les mêmes contraintes à des populations comme la Chine, Taïwan, Israël ou d'autres pays, qu'avec la population européenne qui a une longue coutume de liberté, etc. Donc, c'est un des problèmes de cette pandémie, c'est les problèmes culturels qui se dégagent selon les pays et qui sont très, très importants. Par exemple, actuellement, si on confine, l'acceptation sera peut-être difficile pour la population actuellement en France. Alors, il y a des citoyens qui ont des signes cliniques très forts et qui sont hospitalisés. Et puis, il y en a d'autres qui ont des signes cliniques plus faibles, qui peuvent passer inaperçus. Est-ce que vous pouvez nous faire le point pour qu'on puisse savoir si on a une chance d'aller vers cette immunité collective ou pas ? Alors, la communication sur ce coronavirus est difficile parce que c'est à la fois ce qu'on pourrait croire être une maladie bénigne, mais on a quand même 14 000 morts à peu près actuellement en France. C'est-à-dire que lorsque vous êtes contaminé par le virus, vous pouvez soit être porteur asymptomatique pendant quelques jours,
et ça c'est vraiment beaucoup, 50% peut-être, soit pour ceux qui vont être symptomatiques, la plupart du temps ce serait une maladie bénigne. Dans 85% des cas, vous allez tousser, avoir un peu de fièvre, avoir une perte du goût, des choses comme ça, et vous allez guérir sans aucun problème. Mais dans 15% des cas, vous allez à l'hôpital, et dans un petit nombre de cas, vous allez vous retrouver en réanimation avec éventuellement un décès. Donc c'est une maladie, surtout en fonction de l'âge. Ça épargne les enfants et ça atteint surtout les personnes de plus de 65 ans. Et le premier signe d'appel, c'est la fièvre ou ça peut être autre chose? Alors c'est habituellement la fièvre et les maux de tête et la fatigue. Beaucoup de patients parlent d'une fatigue brutale, mais vous avez beaucoup d'autres signes qui peuvent se voir, en particulier la perte du goût, la perte de l'odorat et des choses comme ça. Et la diarrhée. La diarrhée. Dans 10% des cas, vous avez de la diarrhée. Donc c'est assez polymorphe. Et donc, la plupart du temps, quand même, c'est plutôt de bons pronostics, sauf chez les personnes âgées. En gros, si je schématisais. Mais il y a des conséquences terribles. Si vous allez en réanimation et que vous êtes intubé, vous allez avoir des séquelles très graves qui vont vous handicaper, je dirais, le reste de votre vie. Automatiquement ? Pas toujours, mais c'est très très contraignant. On s'en remet difficilement, mais on peut s'en remettre. Et puis, si vous guérissez, même avec des formes bénignes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Covid long. Alors le Covid long, vous guérissez, vous n'avez plus de virus, et puis au bout d'un mois ou deux, vous êtes absolument... vous êtes contraint de vous arrêter de travailler tellement vous êtes fatigué, ou vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs musculaires, vous avez des fourmillements et toutes sortes de signes qui vont disparaître et qui vont réapparaître. Et donc ça, c'est 10% à peu près. Enfin, le chiffre est contesté, il y en a qui disent plus que ça, mais ça veut dire que toutes les personnes qui ont été contaminées par la Covid et qui ont eu des signes cliniques peuvent faire un Covid long qui sera un problème de santé publique dans les années qui viennent. Ouais. On ne sait pas encore comment ça va évoluer en définitive. Et comment se fait-il que les personnes dont vous parlez, qui ont un Covid, disons, normal, sans conséquences très graves, on leur dit simplement restez chez vous et prenez de l'aspirine ou Doliprane, quelque chose. Il n'y a pas de traitement qu'on peut... Il n'y a rien ? Il n'y a aucun traitement actuellement antiviral. Il y a beaucoup de recherches. Peut-être on trouvera bientôt un traitement antiviral, mais pour le moment, il n'y a pas de traitement antiviral. Le traitement est purement symptomatique. C'est le Doliprane, en gros, c'est-à-dire antidouleur. Et alors, en revanche, en réanimation, on a fait d'énormes progrès. Au début de la pandémie, on avait 50% des gens qui allaient en réanimation qui mouraient. 50%. Actuellement, c'est 25%. Pourquoi ? Parce qu'on a compris que la Covid donne des thromboses, donc on donne des anticoagulants, on donne des anti-inflammatoires, en particulier de la dexaméthasone, qui est un très gros progrès, qui évite ce tournant du 8e, 10e jour qu'on appelle l'orage cytokinique dans notre jargon, c'est-à-dire une détresse respiratoire qui brutalement devient très grave et va entraîner la mort rapide, avec des thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires. Donc on peut éviter tout ça avec les anticoagulants, les anti-inflammatoires, l'oxygénothérapie qui n'existait pas pendant la grippe espagnole, qui quand même permet de passer le cap difficile. Donc on est beaucoup mieux armés quand même et finalement on arrive à un taux de mortalité globale qui est de l'ordre en France de 0,6 à 0,7%. Alors, bien entendu, on ne pourrait pas continuer cette émission sans aborder la question des vaccins qui a fait largement polémique. Est-ce que vous pouvez nous faire le point ? Alors, il y a le vaccin Pfizer, il y a le vaccin AstraZeneca, et puis il y aura un troisième vaccin. Mais quelles sont les différences entre tous ces vaccins ? Alors, tous sont basés sur l'utilisation de la protéine spike comme antigène pour stimuler l'immunité. Alors, il y a d'abord les vaccins ARN. Alors, il faut vous dire quelques mots de ces vaccins ARN qui sont... c'est un tournant de l'histoire de la vaccinologie. C'est à peine croyable qu'avec les vaccins ARN, on arrive à un taux de protection de 95%. 95%. Et les 5% qui restent font des Covid doux des Covid sans gravité. Ces vaccins, il ne faut pas croire que c'est sorti d'un chapeau brutalement. C'est 20 ans de recherche
avec des chercheurs qui ont travaillé sur la fragilité de l'ARN. Quand vous injectez de l'ARN sous la peau, il est détruit presque instantanément. Et des chercheurs ont mis au point, en particulier une chercheuse hongroise, a mis au point un système qui permet à l'ARN d'être résistant, et puis on les encapsule dans des nanoparticules qui permet de pénétrer dans les cellules et de stimuler l'immunité. Alors ces vaccins, personne n'y croyait. En particulier, les Européens n'y ont pas cru. En juillet, tous nos problèmes actuels de pénurie de vaccins viennent de juillet 2020, où les Européens n'ont pas voulu tout de suite les vaccins. Trump, lui, a acheté pour $1 milliard de vaccins, parce qu'il voulait se faire réélire, bien entendu. Mais nous, on a attendu, on a tergiversé, on a négocié beaucoup plus tard. Donc on a été à bas prix, on a été mal servis. Donc c'est des vaccins incroyablement efficaces, et vraiment qui ne posent pas de problème d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires, mais ils sont modérés si on compare aux bénéfices-risques de se faire vacciner. Ouais. Je voudrais vous faire préciser l'efficacité d'un vaccin, parce que si je ne... Sous votre contrôle, un vaccin contre la rage n'est efficace qu'à 50%. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs pour bien comprendre que même si un vaccin n'est pas efficace à 100%, c'est suffisant en fait? Alors, je vais vous donner l'exemple du vaccin contre la grippe. Tous les ans, on se fait vacciner contre la grippe. Ce vaccin, il protège à 60%. Ouais. Et on est content. Mais une année, quand il protégeait plus qu'à 40%, on avait 16 000 morts au lieu d'en avoir 8 000. Donc, quand l'OMS disait pour les coronavirus, on acceptera un vaccin qui protège à 50%. Or, on est à 95% avec les vaccins ARN. Ouais. Donc, si vous arrivez à protéger à plus de 50%, vous faites une immunité collective qui permet de diminuer la circulation du virus. Alors, à côté de ça, il y a d'autres types de vaccins qui sont basés sur des virus bénins, qu'on appelle des adénovirus, presque toujours des adénovirus, dans lesquels on a inséré le gène de la protéine Spike. Et ces vaccins-là sont également très efficaces et très innovants. Et les virus sont tués, mais ils sont en quelque sorte porteurs du gène de la protéine Spike, et ils se font produire in vivo la protéine Spike, et donc stimule une très forte immunité. C'est le vaccin AstraZeneca, c'est le vaccin Sputnik des Russes, notamment. Donc il y a actuellement 3 vaccins à ARN, le Pfizer, le Moderna et le CureVac. CureVac n'est pas encore en France. Il va arriver. Et puis il y a AstraZeneca en France, et puis il y a d'autres vaccins. Le vaccin Johnson, je crois. Johnson qui va arriver, qui a le même principe exactement. Et pourquoi cette polémique à propos de l'AstraZeneca? Le président Macron avait dit que ça ne marchait pas très bien. On a, AstraZeneca, voilà le problème. On a 23 accidents de thrombose assez graves. 23. Mais il faut toujours, et les journalistes ne le font pas toujours, il faut toujours mettre le dénominateur. Le dénominateur, c'est sur 20 millions de vaccinations. Et donc, on ne peut pas établir un lien de causalité, mais cela a suffi dans des pays qui étaient peu touchés d'ailleurs par le virus, comme le Danemark, qui prennent beaucoup de précautions. Et là, c'est le problème du principe de précaution. Mais AstraZeneca est un très bon vaccin. Il permet pratiquement actuellement une chute du nombre de cas au Royaume-Uni qui est remarquable. On a moins de... Ils déconfinent, on a quelques centaines de cas de contamination par jour. C'est remarquable le résultat, parce qu'ils ont réussi à vacciner, alors je ne sais pas, ils sont à 30 ou 40 millions de personnes vaccinées actuellement. Donc ce vaccin permet très bien, et ils n'ont pas signalé d'accidents graves, il y en a 3 thromboses. Donc voilà, c'est le problème du bénéfice-risque. Le bénéfice est tellement énorme, attraper le Covid quand on a plus de 65 ans, c'est quand même terrible, quoi. On peut avoir, d'abord, même si on ne va pas en réanimation, on va être très malade pendant longtemps, pendant des semaines, etc. Donc, il faut le principe de précaution, oui, mais moi je crois que la précaution, c'est de se faire vacciner plutôt que de s'abstenir. Alors, vous avez écrit un livre très conséquent sur les pandémies. Quelles sont les questions qui se posent
aux citoyens, mais aussi aux politiques dans les années qui viennent sur cette question des pandémies. Je rajoute un mot. À partir de l'expérience d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans la façon dont le système de santé fonctionne ? Alors, c'est vraiment un tournant, à mon avis, à l'échelon mondial. C'est-à-dire qu'on va encore plus prendre conscience qu'on est tous solidaires. Par exemple, il y a tout de suite une question qui se pose. Il faut vacciner dans le tiers-monde, parce que si on ne vaccine pas dans le tiers-monde, le virus va nous revenir comme un boomerang avec des mutants qui seront mieux adaptés, etc. Donc, on ne peut pas considérer le problème médical, le problème de la pandémie, sans le considérer à l'échelle mondiale. On est mondialisé. L'histoire des pandémies montre que plus la mondialisation est à l'origine de ces pandémies. Pourquoi ? Parce qu'on est en contact avec des réservoirs sauvages de plus en plus souvent, parce qu'il y a des chaînes de transmission qui se font beaucoup plus facilement, et donc il faut une vision mondiale. Alors à l'échelon de notre pays, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on peut accepter l'attrition du système de santé ? Voilà, voilà, ça fait 10 ou 15 ans, je n'accuse aucun gouvernement particulier, mais est-ce qu'il faut accepter l'hyper-réglementation ? Est-ce qu'il faut accepter l'hyper-judiciarisation ? Vous savez qu'un ministre de la Santé en exercice a quand même été perquisitionné à son domicile pendant 12 heures et qu'on lui a saisi son disque dur à la suite d'une plainte d'un individu ou d'une association, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est bien ça ? Actuellement, beaucoup de décisions sont prises en fonction du fait, est-ce qu'on va pouvoir me poursuivre plus tard ? Donc ça, c'est pas acceptable. Et puis, l'hyper-réglementation. On n'en peut plus de la réglementation. C'est aussi le principe de précaution qu'on a mis dans la Constitution, mais c'est une hyper-réglementation. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on simplifie. Regardez, le Royaume-Uni. Boris Johnson a ses qualités et ses défauts. Mais il a été incroyablement pragmatique. Il a dit, bon, AstraZeneca, vous l'avez testé en phase 3 sur 60 000 personnes, 2 injections à 4 semaines d'intervalle. Moi, je m'en fous. Je fais que la première injection. La première injection, elle donne déjà 70% de protection et elle évite les formes graves. Et puis, il a vacciné avec une seule injection, ce qui n'est pas dans le protocole, ce qui n'est pas... Nous n'avons pas réussi à faire ça. Parce que nous n'avons pas réussi à faire ça, parce que pour faire ça, si vous avez des accidents, vous êtes responsable personnellement. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est des problèmes qui doivent être résolus à l'échelon international, qu'il doit y avoir une stratégie internationale, qu'on ne peut pas oublier les pays pauvres, qui sont tellement importants. J'ajouterais que dans cette pandémie, on a mis en lumière l'importance des petits métiers, entre guillemets, les caissiers, les caissières, les personnels non médicaux, l'importance de tous les gens qui ont permis de nourrir la population et qui n'apparaissaient pas précédemment. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que on assiste quand même à un mouvement scientifique incroyablement novateur, parce qu'on a pu faire un vaccin en 1 an. Vous m'auriez posé cette question il y a 1 an, je vous aurais dit non, un vaccin, il faut 3 à 5 ans au minimum, parce que j'avais mes anciens schémas. Mais il faut accepter l'innovation, et c'est vraiment, on vit actuellement un tournant, je vous dis, dans la vaccinologie, qui va avoir des conséquences pour le cancer, où il va y avoir des vaccins anti-cancer, contre le diabète, il va y avoir toute une série d'innovations qui vont vraiment... Donc, moi, je suis optimiste pour l'avenir pour cette pandémie. On va probablement aller vers une endémie avec des résurgences saisonnières qui nécessiteront de revacciner probablement. Bon, je ne suis pas devin, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est possible. Je ne pense pas que l'épidémie s'arrête parce qu'elle va continuer dans d'autres pays, elle va nous être ramenée d'une façon ou d'une autre. Et on doit être prêt à affronter d'autres pandémies à partir de virus animaux qui pourraient nous être communiqués par les chauves-souris. Vous savez que les chauves-souris, il y en a, elles existent depuis 40 millions d'années et elles sont contaminées avec de très nombreux virus. Et est-ce qu'on va trouver un vaccin contre l'administration ?
pour en réduire la taille. Je crois que vous m'avez dit que l'administration dans un hôpital, c'est 40% du personnel. Ça peut être 40% du personnel. Mais je crois, c'est pas de la faute de l'administration, c'est de la faute de la réglementation. La réglementation oblige à des contrôles et les contrôles obligent à recruter du personnel au détriment du personnel soignant. Enfin, l'hôpital est fait pour soigner les gens. Donc, actuellement, il faut, je crois, dans l'avenir, penser beaucoup plus à la... Il y a d'abord soigner, mais aussi prévenir. La prévention doit faire partie des grandes priorités. Et par exemple, quand il y a d'autres pandémies dont je parle qui sont des pandémies silencieuses, c'est des pandémies, par exemple le diabète. Le diabète de type 2, vous savez que c'est 450 millions de personnes actuellement dans le monde. Dans certains pays du tiers-monde, on croit que c'est une maladie des pays développés, mais dans certains pays du tiers-monde, c'est 40 à 50% de la population de plus de 40 ans. Donc vous avez comme ça des pandémies silencieuses, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète. Et dans le livre, j'évoque ces pandémies silencieuses qui ne sont pas communicables et qui sont dues au comportement humain. C'est le comportement humain, c'est parce qu'on mange trop sucré, qu'on reste à la maison, qu'on regarde trop la télévision, on est trop sédentaire. Nous verrons si la question de la prévention et de la promotion de la santé, dont on parle souvent à Santé Plus, sera un sujet de la prochaine présidentielle pour 2022, par exemple. Ça, c'est sûr, oui. Et vous avez dit tout à l'heure, pendant la préparation de cette émission, que vous étiez partisan de garder l'école ouverte. Sur quoi fondez-vous cette appréciation ? Oui, si vous voulez, je suis totalement partisan de garder l'école ouverte. Premièrement, les enfants sont très vulnérables. Ils sont très vulnérables au point de vue de leur morale, au point de vue... Et c'est quand même... moi, je soutiens totalement le gouvernement là-dessus parce que je pense qu'il faut qu'on tienne le coup. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais qu'on tienne le coup. Deuxièmement, d'après la Société française de pédiatrie qui vient de sortir un communiqué, le nombre d'enfants contaminés sur 200 000 tests, c'est 0,48%. C'est très peu. Quand on dit il y a 15 000 enfants qui ont été contaminés, on est obligé de dire qu'il y a 16 millions d'enfants de moins de 18 ans. 16 millions. Donc, est-ce que c'est suffisant pour arrêter l'école ? Ça a des conséquences sur les enfants. Alors, la Société française de pédiatrie dit que c'est même les parents qui contaminent les enfants beaucoup plus que l'inverse. Deuxièmement, les enfants ne sont pas malades du Covid. Très peu vont à l'hôpital. Ils sont immunisés de façon énigmatique. On ne sait pas pourquoi. Alors que ça n'est pas vrai, par exemple, pour la grippe. Donc, moi, je crois qu'il faut essayer de préserver, peut-être prendre plus de mesures, certainement pour épargner le système de santé, mais l'école n'est probablement pas la source majeure de contamination. La source majeure de contamination, c'est l'entreprise, d'une part, et puis les foyers familiaux, c'est-à-dire on reçoit, et puis toutes les entorses éventuellement aux mesures barrières. Je ne crois pas que ce soit les enfants, et on verra, mais moi je pense que ça ne serait pas... D'ailleurs, il y a un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est que lorsque on a arrêté le confinement, avec les enfants qui étaient confinés, la courbe est remontée immédiatement et ça n'est pas dû aux enfants, certainement. Ouais. L'émission va se terminer. Encore une question, Agnès ? Une dernière question, plus largement, est-ce que vous pensez que dans les choses qui changeront dans le monde d'après, c'est ce qu'on dit partout, on voyagera moins, parce qu'on sait que les voyages sont quand même... un facteur clé, en fait, de cette pandémie. Là, je crois qu'il faut qu'on remette les compteurs à zéro. En 2019, il y avait 4,6 milliards de personnes qui prenaient l'avion. 4,6 milliards, la moitié de l'humanité. Les projections des compagnies aériennes, c'était en 2050 50 milliards. Mais on marche sur la tête. Est-ce qu'il ne faut pas... Il faut voyager en avion, bien sûr, mais il y a toute une série de voyages qui sont strictement inutiles, et je pense qu'on va être obligé de revoir tout ça, de revoir à la baisse. On ne peut pas continuer à polluer. Et puis en plus, quand on circule à travers le monde, eh bien, vous savez, pourquoi la pandémie a frappé durement l'Europe et les États-Unis ? Parce que
à Los Angeles, il y avait 12 vols Wuhan-Los Angeles par jour. Et puis l'Europe était très impactée aussi à cause des vols. L'Afrique a été beaucoup moins touchée, et l'Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup moins de vols de Chine vers ces pays-là. Oui, 30 millions de visiteurs chinois à Paris avant la pandémie. Et aussi une dernière question de mon côté, à propos de la discussion actuelle sur le confinement ou non-confinement, ou je veux dire renforcement du confinement. Quel est votre point de vue? Je crains qu'on soit obligé de reconfiner en gardant l'école, j'espère. Je crains parce que actuellement la pression sur le système de santé est forte, mais les jours qui vont venir, les décisions seront prises en fonction du nombre de cas. On a une circulation du virus qui est entre 30 et 40 000 contaminations par jour. Et ça met une pression sur le système de santé. Donc il y a deux possibilités où on augmente les moyens, mais on n'y arrivera pas parce qu'on n'aura pas les moyens humains, ou bien on confine. En gardant l'école probablement, et en vaccinant bien sûr les professeurs des écoles. Les jours à venir sont très sensibles. Du coup. Ouais. Merci beaucoup Patrick Berche d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Agnès également. Merci professeur. Et je recommande donc aux téléspectateurs de lire votre ouvrage intitulé Pandémie, qui paraît très prochainement chez Perrin, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.